Je n'aurais jamais dû entrer dans cette maison. C'est la première pensée qui me traverse l'esprit maintenant, assis dans ma voiture, les mains tremblantes posées sur le volant, incapable de démarrer, incapable de bouger. Il fait nuit noire dehors, et dans le rétroviseur, je vois encore ces fenêtres, deux rectangles sombres qui ressemblent à des yeux. Elle me regarde. Elle m'a toujours regardé. Tout a commencé il y a 3 semaines, quand mon ami Thomas m'a envoyé un lien vers un forum de passionnés du paranormal. Une simple photo. Une bâtisse en pierre grise, au bout d'un chemin de terre, entourée d'arbres morts, malgré la saison. En dessous, une légende. La maison Vernet. Personne n'y entre. Personne n'en parle. Pourquoi? Je suis vidéaste. Je fais des reportages urbex sur YouTube depuis 4 ans. Les maisons abandonnées, les hôpitaux désaffectés, les usines oubliées, c'est mon territoire. J'ai dormi dans des endroits que la plupart des gens ne voudraient pas traverser en courant. Je ne crois pas aux fantômes. Du moins c'est ce que je croyais. J'ai cherché des informations sur la maison Vernet. Résultat, presque rien. Un acte notarial datant de 1984 mentionnant une saisie judiciaire. Quelques messages épars sur des forums, toujours les mêmes mots. N'y va pas, laisse tomber, tu ne comprendras pas avant qu'il soit trop tard. Et un article de journal numérisé daté du 14 novembre 1983, dont les 3/4 avaient été effacés par le temps. Seule une phrase restait lisible. La famille Vernet a été retrouvée. La suite manquait. J'ai pris ma voiture un samedi matin. Le village de Sainte-Colombe compte à peine 200 habitants. Quand je suis entré dans le seul café encore ouvert pour demander mon chemin, la conversation s'est arrêtée net. 4 hommes âgés, attablés devant leur verre, m'ont regardé comme si j'avais prononcé un mot interdit. La maison, au bout du vieux chemin forestier, j'ai précisé en souriant. La maison Vernet. Le patron a posé son torchon sur le comptoir très lentement. « Vous êtes journaliste ?» Vidéaste. Je fais des vidéos sur des lieux abandonnés. Un silence. Puis, l'un des vieux a dit, sans me regarder, « Y a rien à filmer là-bas. » « Elle est fermée, » a ajouté un autre. « Elle a toujours été fermée. Je les ai remerciés et je suis parti. » Mais au moment où je franchissais la porte, le patron a murmuré quelque chose. Je me suis retourné. « Pardon ?» Il m'a regardé dans les yeux pour la première et unique fois. Ne lisez pas ce que vous trouverez sur les murs. Le chemin de terre durait environ 2 kilomètres. Les arbres de chaque côté étaient effectivement morts. Des chênes centenaires dont les branches nues s'entremêlaient au-dessus de moi comme des doigts noués. Mon équipement était chargé. Caméra principale, caméra de recours, lampe frontale, batterie externe, enregistreur audio. J'avais prévenu Thomas de mon emplacement. Départ prévu le lendemain matin à 9 h. La maison est apparue au détour d'un virage. Elle était plus grande que sur la photo. 3 étages, des volets en bois noir, une façade en pierre couverte de lierre mort. La porte d'entrée était entr'ouverte d'exactement quelques centimètres. Pas assez pour voir à l'intérieur, juste assez pour laisser passer un filet d'air froid qui, je le jure, sentait quelque chose. Pas la moisissure, pas l'humidité. Quelque chose de plus proche de la cendre. J'ai filmé l'extérieur, j'ai fait le tour complet, puis je suis entré. Le rez-de-chaussée,
était dans un état de conservation étrange. Pas de vandalisme, pas de tag, pas de bouteilles brisées, aucune trace de squatteurs ou d'explorateurs passés avant moi. Les meubles étaient encore là. Une table de salle à manger avec 6 chaises, une armoire en chêne massive, un canapé recouvert d'un drap blanc. Comme si la famille était partie en vacances et n'était jamais revenue. Sur la table, une assiette. Dedans, quelque chose qui avait dû être un repas 40 ans plus tôt et qui n'était plus rien. Une masse noire et sèche, minéralisée par le temps. 6 couverts posés, 6 verres. Un repas interrompu. J'ai filmé en silence, en commentant à voix basse pour ma chaîne. C'est en montant à l'étage que j'ai entendu le premier bruit. Un pas, un seul. Au-dessus de ma tête, je me suis immobilisé. J'ai attendu 30 secondes. Rien. J'ai dit à voix haute, parce qu'on fait toujours ça, même quand on sait que c'est ridicule. Il y a quelqu'un, le silence, m'a répondu. J'ai continué. L'étage comportait 4 chambres. Les 3 premières étaient vides, à l'exception de lits défaits et de quelques vêtements épars sur le sol. Des vêtements d'enfant. Je l'ai réalisé en m'approchant. 2 paires de petites chaussures alignées contre un mur. Un ours en peluche, assis dans un coin, la tête légèrement inclinée, comme s'il attendait. La 4e chambre était fermée. Pas verrouillée, juste fermée. La poignée a tourné normalement, mais la porte a résisté 1 seconde, comme retenue de l'intérieur, avant de s'ouvrir brusquement avec un souffle d'air glacé. Cette pièce était différente. Les murs étaient couverts d'une écriture serrée, au crayon, du sol jusqu'au plafond. Des milliers de mots, tous identiques, répétés en boucle dans toutes les directions, à l'horizontale, à la verticale, en spirale. Il reviendra, il reviendra, il reviendra, il reviendra. Et au centre du mur du fond, encadré comme un tableau, écrit en lettres 2 fois plus grandes, un prénom, mon prénom. Je suis resté paralysé dans l'encadrement de la porte pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Mon prénom. Pas un prénom courant, un prénom rare, orthographié exactement comme le mien, avec l'accent particulier que ma mère avait choisi à ma naissance et que personne n'écrit jamais correctement. Mon cerveau cherchait une explication rationnelle, une coïncidence, une erreur de lecture. La lumière de ma lampe qui me jouait des tours. Je me suis approché. J'ai touché les lettres du bout des doigts. Le crayon était ancien, enfoncé dans le plâtre par la pression, mais les lettres étaient nettes, précises. Mon prénom. J'ai reculé et j'ai filmé l'intégralité de la pièce. Puis je suis redescendu au rez-de-chaussée. Je me suis installé sur le canapé avec mon sac de couchage et j'ai décidé de rester. Parce que c'est ce que je fais. Parce que j'avais une vidéo à finir. Parce que je ne crois pas aux fantômes. Je me répétais ça comme un mantra. Je me suis réveillé à 3h17 du matin. Pas progressivement. D'un coup, les yeux grands ouverts, le cœur battant à toute vitesse, avec la certitude absolue que quelque chose avait changé dans la pièce. J'ai allumé ma lampe. L'armoire en face de moi était ouverte. Je l'avais vérifiée avant de m'endormir. Elle était fermée. À l'intérieur, un miroir brisé était accroché à la paroi interne, quelque chose que je n'avais pas remarqué dans l'après-midi. Dans le reflet fragmenté,
Ma lampe projetait des angles étranges. Et dans l'un de ces fragments, derrière mon reflet, il y avait une silhouette, debout dans le couloir derrière moi, immobile. Une forme humaine, grande, les bras le long du corps, la tête légèrement penchée sur le côté. Je me suis retourné d'un bond. Le couloir était vide. Je suis resté dos au mur pendant 1 heure, ma lampe braquée vers la porte, sans bouger. Rien n'est venu. Aucun bruit. Aucun mouvement. Vers 4h30, épuisé, j'ai regardé ma caméra de recours que j'avais laissée en enregistrement continu, posée sur la table, orientée vers le canapé. J'ai fait défiler l'enregistrement en accéléré. À 3h16, 1 minute avant mon réveil, quelque chose est entré dans le champ depuis la gauche. Pas une silhouette nette, plutôt une distorsion, comme une chaleur qui se déplace, une transparence qui déforme légèrement l'air. Elle s'est approchée du canapé où je dormais. Elle s'est penchée au-dessus de moi, puis elle s'est redressée et a regardé directement la caméra, directement l'objectif, comme si elle savait qu'elle a été filmée. J'aurais dû partir à ce moment-là. À la place, j'ai attendu le lever du soleil et je suis remonté à l'étage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens pas d'avoir pris la décision de le faire. Je me souviens juste de me retrouver devant la 4e chambre, la main sur la poignée. La porte était ouverte et les murs avaient changé. L'écriture était toujours là. Il reviendra, mais au centre, sous mon prénom, il y avait maintenant quelque chose de nouveau. Une date, écrite dans le même crayon, la même pression, le même style. La date d'hier, la date à laquelle j'étais entré dans la maison. Je suis redescendu, j'ai pris mon sac, j'ai marché jusqu'à ma voiture sans courir. Je ne sais pas comment, mais je n'ai pas couru. J'ai conduit jusqu'au bout du chemin de terre et je me suis garé sur le bas-côté. Et maintenant je suis là, dans ma voiture, les mains sur le volant. Je regarde mes rushs. La caméra a tout enregistré. Les murs, l'écriture, la date, mon prénom. Mais en regardant les images de la 4e chambre, je remarque quelque chose que je n'avais pas vu sur le moment. Sous la date, tout en bas du mur, en petites lettres, presque invisibles. Tu n'es pas parti la première fois non plus. Je n'ai aucun souvenir d'être allé à Sainte-Colombe avant hier. Mais ce soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé dans ma boîte mail une notification automatique de mon application de GPS. Un trajet enregistré. Sainte-Colombe. La maison au bout du vieux chemin forestier. Il y a 6 mois. Et la semaine d'avant. Et celle d'avant encore. 7 visites dont je n'ai aucun souvenir. Je ne publierai pas cette vidéo. Pas parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser. Pas parce que je ne crois pas à ce que j'ai vécu. Parce que ce matin, en visionnant une dernière fois l'enregistrement de la nuit, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué. La distorsion qui s'approche de moi dans mon sommeil. En la regardant de très près, en poussant les contrastes au maximum sur mon logiciel de montage, elle a mon visage. Fin.